Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Brochu TV. Écoutez, je vais essayer d'être le plus bref possible avant de vous introduire mon invité que j'ai le grand honneur de recevoir au Québec. Ça fait longtemps que M. Soral est venu au Québec, c'est aux alentours de 2013. Et je tenais à vous lire, ça va préparer un peu la présentation de mon invité spécial. Un texte qui avait été écrit lors du passage de M. Soral ici au Québec et juste attirer votre attention là-dessus et ça va introduire mon invité. À l'invitation, donc ça s'est passé en 2013, le titre « Alain Soral au Québec, confession d'un dragueur d'extrême droite ». Alors ça, là, déjà là, vous le savez qu'à l'émission, ça attire toujours mon attention. Ça fait longtemps que je voulais avoir M. Soral parce que c'est quelqu'un qui a mené des combats en France. Il a été jugé, condamné à la prison. Il a dû se réfugier en Suisse et dernièrement, il a dû se réfugier en Russie. Donc, on va en parler avec M. Soral et aussi Arnaud Develay qui s'est impliqué beaucoup dans la venue de M. Soral à Brochu TV. Alors, écoutez, je veux juste vous lire ça, puis ensuite, je vous l'introduis très rapidement. Écoutez bien ça. À l'invitation d'un groupe local, l'intellectuel franco-suisse Alain Soral sera au Québec au cours de la prochaine semaine. La venue de ce condamné pour incitation à la haine raciale fait notamment suite à celle du skinhead Serge Ayoub, l'an dernier, aussi connu sous l'évocateur pseudonyme de Bat Skin. Or, l'on ne se méprenne pas, la présence de ces idéologues d'extrême droite n'a rien d'un insignifiant folklore, car en dépit du passé de ces individus, nous avons affaire à des individus qui dépassent l'imagerie traditionnelle et caricaturale du ségrégationniste. Rien de moins. Tel que l'exprime le nom du regroupement de M. Soral, Égalité et Réconciliation, il développe des discours qui ont l'ambition de faire la synthèse droite des valeurs et gauche du travail, sont la pierre angulaire de leur doctrine. D'ailleurs, dans cet effort de résoudre une improbable quadrature du cercle idéologique, Alain Soral ne se décrit pas aimablement Jean-Marie Le Pen, dont il fut quelque temps le conseiller. Vous voyez qu'au Québec, Jean-Marie Le Pen a été considéré comme aussi de l'extrême droite, donc on l'associe comme un personnage entre De Gaulle et Chavez. Plus réalistement, n'oublions pas que celui-ci, d'abord encarté au Parti communiste français, s'était fait connaître au début des années 90 et s'évertuant à rallier communistes et nationalisme extrême contre le libéralisme international incarné par Wall Street, le sionisme, la bourse de Francfort et les nains de Tokyo. Toute une perspective. Alors, c'est ça que je voulais vous lire avant d'introduire M. Soral, parce que il était venu au Québec, puis c'est la première chose que je veux le faire réagir. M. Soral, merci d'être là. Arnaud n'est pas encore arrivé en coulisses, mais il va s'en venir. C'est grâce à M. Develay, d'ailleurs, qu'on se parle aujourd'hui. Un grand merci de me faire confiance puis de venir parler avec moi de sujets que vous nous avez préparés ce soir. Eh ben, bonjour Monsieur Brochu et bonjour au Québec. Qu'est-ce que vous retenez du Québec suite à votre passage? Puis je sais pas si je sais que vous avez été occupé par bien d'autres sujets, mais le fait qu'il y a encore un groupe ici en Amérique qui veut résister à l'assimilation des Anglo-Saxons, avez-vous quelque chose à nous dire du Québec, votre opinion un peu de l'ambiance qui se passe ici? Ben, c'est comment dirais-je, une opinion contrastée, puisque moi je suis toujours intéressé en tant que francophone, pas très doué pour les langues,
dès qu'il y a encore quelque part sur terre des gens qui parlent français et qui se réclament d'une certaine tradition française. Donc de ce point de vue-là, je suis très attaché au Québec. Et en même temps, j'ai pu constater en y allant qu'il y avait quand même une gauche immigrationniste LGBT très puissante, ce qui m'a un peu interpellé, c'est-à-dire que le Québec souffre du même cancer idéologique que la France sur ces deux sujets, ce qui est, oui, qui est un peu attristant et ce qui est contradictoire, parce qu'en réalité, on voit bien que c'est une manière encore plus perverse d'attaquer la francophonie que de nous vendre cette idéologie mondialiste Soros, qui est l'antiracisme et le LGBTisme, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec le respect des peuples et ce qu'on pourrait appeler le souci des différences et des nuances dans les sexualités. Voilà, on sait que voilà, c'est le bras armé du mondialisme, et on sait que ce mondialisme est une expression du libéralisme. Hein. C'est d'ailleurs, avec les récents voyages que j'étais obligé de faire pour échapper à la prison suisse et française, j'ai une certitude, c'est qu'en fait la mondialisation n'existe pas en dehors de la mondialisation de la finance. Hein. Quand on voit la difficulté qu'il y a à passer les frontières, les fouilles aux aéroports, on a l'impression d'être dans un film qui remet en scène la période de la déportation, en gros. C'est vraiment très dystopique. En réalité, il n'y a pas de mondialisation en dehors de la mondialisation de la finance et de l'idéologie globaliste. Hein. Pour le reste, les frontières, il faut les passer. Hein. Et c'est pas de la rigolade, et c'est même beaucoup moins de la rigolade que dans les années 70, puisque c'est de là que je viens. J'ai commencé à bouger à la fin des années 70, où il était beaucoup plus facile de voyager à l'époque qu'aujourd'hui, au niveau comment dirais-je, de la surveillance, des impératifs, comment dirais-je, administratifs, etc. Hein. Là, il n'existe de mondialisation et de mondialisme que celui de la finance et de l'idéologie globaliste qui va avec. Monsieur Soral, aussi au Québec, vu que vous êtes un de ceux qui a pas tombé dans l'amalgame, j'ai suivi une entrevue que vous avez donnée avec un réfugié afghan là, qui fait de très bons podcasts, où vous aviez invité les communautés musulmanes à choisir leur porte-parole. Et nous, ici à Montréal, on est devant un phénomène là depuis le 7 octobre, ce que vivent les Palestiniens, puis ils le vivent depuis longtemps. On a organisé des prières de rue menées par essentiellement des ONG qui viennent des universités que je dénonce à mes émissions régulièrement, qui sont commanditées par le groupe Soros. Et on fait ces prières de rue-là devant des cathédrales catholiques pour aller tétiller les droits que vous identifiez comme étant les droits tardés, qui voient beaucoup les musulmans comme un danger à notre civilisation. Et on choisit des porte-paroles pendant ces prières de rue-là, de l'autre côté, commandités souvent par l'État profond. Puis vous avez toujours su expliquer clairement en Europe cette dynamique-là, des gens qui sont commandités par des ONG, commandités par Georges Soros, et des médias comme, je nommerai pas les noms ici au Québec, des gens qui ont avantage à montrer ces manifestations-là. On a réussi à associer le combat palestinien ici au Québec avec l'extrême gauche qui vient des universités, au grand détriment de ce qui se passe réellement là-bas. Et j'aurais aimé ça que vous m'expliquiez ça. Vous êtes un de ceux qui est capable de nommer les choses. Bah, déjà, il y a deux pièges dans cette histoire. C'est de faire porter ce combat pour la Palestine par l'extrême gauche, et donc d'en faire une simple histoire de droits de l'homme et d'antiracisme, et sans vouloir aller plus loin, parce que c'est quand on va plus loin que ça devient intéressant et porteur. Et puis aussi de faire croire, par le même travail de manipulation, que la cause palestinienne est une question d'islam et d'islamisme, et qu'en réalité, défendre les Palestiniens, c'est travailler
à la domination d'un islam agressif qui serait en train de conquérir, soi-disant, l'Occident, ce qui implique immédiatement, par une logique assez binaire, que donc, quand on veut protéger ce fameux monde blanc, supposé, d'ailleurs, après qu'on nous qualifie derrière de judéo-chrétiens, de la conquête islamique, il faut être solidaire de ce bastion avancé de la résistance blanche et soi-disant judéo-chrétienne qui serait Israël. On a compris exactement la manœuvre. Donc en fait, d'un côté, les gauchistes réduisent la géopolitique du Proche-Orient à une question d'antiracisme et de droits de l'homme, alors que c'est quand même beaucoup plus complexe et profond que ça. Et de l'autre côté, on nous fait comprendre que c'est que déjà que la cause palestinienne peut être acceptée à la marge comme un antiracisme, donc c'est déjà en faire pas grand-chose, mais qu'en plus il faut faire attention parce que derrière il y aurait la conquête islamique qui se servirait en fait de la naïveté des gauchistes pour avancer son plan de conquête musulmane. Et ça s'appelle d'ailleurs l'islamo-gauchisme, vous voyez. Donc, et ce qui est amusant, c'est que cet islamo-gauchisme, en fait, si on regarde historiquement, puisque c'est l'histoire qui explique tout, a été créé en réalité, notamment en France, par des gens comme qui ont créé SOS Racisme, hein, des gens issus du Parti socialiste, et qui sont des gens très souvent liés au Grand Orient de France d'un point de vue maçonnique, donc toujours avec cette idée d'universalisme droit de l'homiste derrière, et puis aussi ce qu'on pourrait appeler manipulé par les sionistes de gauche, si ça veut dire quelque chose. Hein. Aujourd'hui, on a les moyens, avec le recul, de vérifier tout ça, que je m'étais pas trop trompé quand j'annonçais déjà ça au début des années 2000, puisque j'ai commencé à essayer d'expliquer ça au début des années 2000, notamment comme un piège tendu aux banlieues. Et aujourd'hui, c'est devenu une stratégie, comment dirais-je, de masse, hein, puisqu'on voit bien que les médias français, que ce soit les médias Bolloré ou les médias Drahi, c'est-à-dire médias judéo-chrétiens et médias sionistes purs, nous vendent en ce moment une croisade où il y aurait d'un côté une alliance des suprémacistes juifs sionistes et des blancs qui veulent protéger le monde blanc et qui lutteraient contre un impérialisme de conquête qui serait musulman et qui serait d'ailleurs tantôt porté par les frères musulmans, tantôt porté par l'Iran, ce qui est complètement contradictoire, mais ces gens se foutent totalement de la cohérence et du sérieux, puisqu'en fait c'est de la propagande de masse. Donc en fait, ça ne cherche pas en fait tellement la rigueur, ça cherche l'émotion, le slogan, et surtout de surfer sur un contexte en France qui est peut-être différent du vôtre, qui est l'ensauvagement des banlieues, ce que j'appelle la délinquance ethnique, et d'associer systématiquement cette délinquance ethnique très problématique en France à l'islam. Hein, voilà. Et tout ça avec une puissance de médias et une puissance politique très forte, ce qui fait qu'il y a un effet de masse qui est très difficile à combattre, c'est-à-dire on peut être dans la nuance, nous on fait l'effort d'être dans la nuance et la précision, hein, mais c'est un combat qu'on ne peut pas gagner, je dirais, en dehors d'un combat pour l'honneur et d'un combat d'élite, parce qu'on est face à des forces, que ce soit la puissance Soros ou la puissance Netanyahou. Je rappelle que c'est deux puissances qui sont censées être très opposées, parce que la puissance Soros est censée être mondialiste, sans frontières et antiraciste, alors que la puissance Netanyahou est censée être le modèle du nationalisme et du suprémacisme racial. Et en réalité, quand on remonte cette fameuse pyramide, ces deux entités apparemment très opposées au départ, finalement convergent les deux vers Jérusalem. Hein. Et on peut même dire que quelque part, l'antiracisme Soros est un travail de désarmement pour amener à la domination Netanyahou, si on réfléchit bien. C'est de la triangulation, c'est pour ça que c'est compliqué à comprendre pour les gens qui sont simples et qui sont, je dirais, normaux, et les gens simples et normaux sont toujours dans le binaire. Pour eux, c'est bien ou c'est mal, il fait jour ou il fait nuit, il fait chaud ou il fait froid. Dès qu'on est dans des stratégies triangulaires, qui est la spécialité de ce qu'on peut appeler la communauté juive organisée, beaucoup de gens décrochent, c'est trop compliqué pour eux, c'est antinaturel d'une certaine manière, et, et quelque part, ils ont un effet de refus, de repli sur eux. C'est trop compliqué pour eux. Et malheureusement, c'est ça la puissance de l'ennemi, c'est son simplisme, d'une certaine manière, et ce simplisme fonctionne. Donc on mène un combat, je dirais, d'élite, hein, mais c'est la seule chose qu'on a, c'est que sur la longue durée, on finit par prouver qu'on a raison. Nous, on est sur un combat d'élite de longue durée, et en face de nous, on a des gens qui sont sur un combat de masse émotionnel, qui est dans la succession de moments immédiats, vous voyez?
Il faut trouver un slogan par semaine. Et d'ailleurs, si on prend du recul, on voit bien que les mêmes qui nous vendaient l'antiracisme en France, le métissage contre le danger du repli nationaliste, de l'identité qui était incarnée par Jean-Marie Le Pen, aujourd'hui, ceux qui combattaient Jean-Marie Le Pen, hein, comme les gens derrière SOS Racisme, Julien Drey étant la meilleure image, aujourd'hui, parodie intégralement Jean-Marie Le Pen sans jamais le citer, alors qu'ils l'ont combattu pendant 40 ans, tout en continuant à insulter sa mémoire. Alors qu'en fait, ils ont repris le flambeau du combat identitaire, du combat de se méfier de l'invasion migratoire, etc. C'est-à-dire qu'ils ont opéré un virage à 180 degrés, et simplement, ils empêchent les gens de s'en rendre compte par justement le matraquage médiatique et l'émotionnel de court temps. Mais quand on fait un travail calme et de longue durée, on voit bien que les gens qui aujourd'hui nous appellent quelque part à surfer sur la question identitaire, en parlant notamment de l'Union des Blancs, qui sont les médias dominants de droite aujourd'hui, notamment LCI, en fait ce qu'on appelle les médias Bolloré et les médias Drahi, qui, je rappelle, Bolloré c'est du ouvertement du judéo-christianisme, puisque c'est un Rothschild Goldschmidt qui prétend avoir un confesseur catholique, catholique radical. Donc c'est vraiment c'est assez paradoxal, parce que en France, on est en train d'introduire le judéo-christianisme qui est en perte de vitesse aux États-Unis, et qui est très difficile à arrimer en France par la voie religieuse, puisque la France est un pays catholique, et que le judéo-christianisme fonctionne sur un terreau protestant, hein, beaucoup plus difficilement sur un terreau catholique. Mais ils sont en train de faire ce travail. Et je vous dis, nous, le travail qu'on peut faire simplement, c'est un travail de précision sur le sérieux de la longue durée. Malheureusement, tout ça est très peu compatible avec l'intelligence de masse, et surtout quand on est face à des médias ultra dominants en termes d'impact et de présence. Pardonnez-moi si j'ai cru au judéo-protestant, judéo-christianisme. Je suis un de ceux là qui en parle depuis quelques mois. Là, je vois toute l'importance de ce concept-là qu'on doit rentrer dans la tête de nos concitoyens si on veut être le moindrement solidaire avec ce qui se passe au Proche-Orient. Là, je vois très bien la manœuvre. Et c'est la chose que c'est une des raisons pourquoi je voulais vous faire venir ici. Puis Arnaud Develay, là, qui est en train d'ajuster sa caméra, là, qui va venir bientôt. Je voulais aussi vous parler de la liberté d'expression qui est dans la Constitution américaine. Et on couvre avec Yann Rochdy, un jeune influenceur ici au Québec, le phénomène America First. Et ça m'a permis de faire des comparaisons avec votre combat, Monsieur Soral, et de dire que aux États-Unis, ce que Nick Fuentes fait comme podcast, vous pourriez pas vous permettre de le faire en France ni en Europe. Pouvez-vous nous en parler? Parce que ça, je suis content que vous le citiez comme on le fait nous autres. Puis c'est un travail qui est important à faire. On en parle très peu en Europe. Ah oui, en France, aux États-Unis, vous avez le premier amendement qui vous autorise à dire ce que dit Nick Fuentes. Chez nous, ça tombe immédiatement sous le coup de la loi, et gravement, puisqu'en fait, on a eu 3 étapes. Nous, on a eu la loi Pleven, la loi Marchandeau, la loi Pleven et la loi Guesso, qui nous disent qu'il n'y a pas de délit d'opinion, mais que ces opinions sont un délit. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est une tautologie de premier ordre. C'est qu'on vous dit bon, il n'y a pas de délit d'opinion de par la Constitution. Donc oui, ben d'accord, j'exprime mon opinion, mais non, mais cette opinion-là est un délit. Il suffit juste de rajouter oui, c'est un délit d'opinion, puisque et la conversation s'arrête. Mais vous êtes quand même condamné par le tribunal. Oui, donc moi aujourd'hui, je suis content de voir qu'un Nick Fuentes qui est jeune dit exactement tout ce que je dis depuis des années, et même d'ailleurs se rapproche de plus en plus de mon discours, puisque il est parti d'une droite radicale assez racialiste, et aujourd'hui il avance sur le terrain de cette alliance subtile qui s'appelle gauche du travail, droite des valeurs, hein, c'est-à-dire l'idée même du front de la foi. Il commence à dire qu'il faut une alliance, on va dire, des bons chrétiens et des bons musulmans contre les mauvais chrétiens, les mauvais musulmans, pilotés par ceux qui sont à la manœuvre, on va dire les suprémacistes raciaux
sioniste, pour pas employer un mot qui en général fait s'agiter les, les, comment dirais-je, les signaux d'alerte. Et Nick Fuentes, effectivement, alors la différence, je dirais, entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, vous avez le premier amendement, mais vous avez aussi comment dirais-je, les assassinats. Vous voyez, il y a des armes à feu beaucoup plus, et on peut finir comme Charlie Kirk. C'est un peu en France. On vous tire beaucoup moins dessus, mais par contre, on a les moyens de vous faire taire, de vous mettre en prison, de vous ruiner. Ça commence comme ça, vous faire taire, vous ruiner, vous mettre en prison. Aux États-Unis, on peut s'exprimer, mais on peut se faire tirer dessus. C'est ce que je ne souhaite pas à Nick Fuentes, mais je suis parfois inquiet pour lui quand je vois la radicalité de son discours, qui est une radicalité qui correspond exactement à cette période qu'on peut parler d'apocalypse, je rappelle, qui veut dire dévoilement. Nous sommes dans une période de dévoilement qui exige, si on veut être sérieux, la radicalité du discours de Nick Fuentes. Mais cette radicalité peut faire peur à certains dans les deux sens. C'est-à-dire que ça peut faire peur à ceux qui ont peur d'accompagner ce discours parce qu'ils savent les menaces que ça encourt. Et puis ça peut faire peur à ceux qui ne veulent absolument pas que ce discours de dévoilement puisse passer au-delà d'une toute petite élite silencieuse. C'est donc je salue le courage de Nick Fuentes et je suis parfois un peu inquiet pour lui. Mais en tout cas, je le qualifie pratiquement d'Alain Soral américain. Ah oui, permettez-moi de dire, puis c'est ce que on en parlait avec Yann Rochdy, que ce qu'il dit, sans dire que c'était de la petite bière, il est des fois très, très direct sur l'influence de l'EPAC sur le pouvoir américain. Puis moi, j'ai pas peur de dire que les America First à la Nick Fuentes aux États-Unis, puis il n'y a pas juste lui, se gêne pas là pour dire que les intérêts des Américains actuellement sont du côté d'Israël et non pas du peuple américain. Et on peut savourer, en tout cas, la liberté d'expression, que ça donne du poids aussi à votre combat aussi. On tient à le préciser au Québec qu'il y a une cisure du côté des MAGA. Et ça c'est porteur d'avenir, hein, n'est-ce pas? Oui, bah, on voit bien que Trump lui-même a trahi MAGA. Ça, c'est un sujet très douloureux et très compliqué. Pourquoi il s'est autant battu pour revenir au pouvoir avec de telles promesses, un tel espoir et même une telle équipe? Parce que ça avait quand même de la gueule. On avait envie qu'il soit élu et nous, on a souhaité son élection pour trahir à ce point-là aujourd'hui. Moi, j'appelle presque ça la stratégie du fou, c'est-à-dire que finalement, il va tellement loin dans sa trahison et tellement loin dans son soutien au sionisme, et au sionisme, je rappelle, du projet du Grand Israël, c'est-à-dire un sionisme délirant qui finira mal, qu'on peut se demander si finalement c'est pas une stratégie du fou pour arriver finalement aux résultats qui étaient ceux de ses promesses électorales, mais par le chemin de la radicalité dans la soumission. Parce que finalement, tout ce qu'il fait pour aider Israël en ce moment se retourne contre Israël en réalité, quand on regarde bien, puisqu'en fait, ça permet de dévoiler à quel point l'Amérique, par la corruption de l'EPAC, et par malheureusement la bêtise de ce qu'on appelle les chrétiens sionistes, qui sont le deuxième étage de la fusée. On va mettre de côté l'Anti-Defamation League pour faire le troisième étage. Tous les Américains sont en train de comprendre que l'Amérique se sacrifie aujourd'hui pour Israël, et pour un Israël qui n'est pas l'Israël dont les chrétiens sionistes nous disent que cet Israël est voulu par Jésus-Christ, mais un Israël qui est profondément antichrétien. C'est ça qu'il faut comprendre, qui est l'antithèse même du Christ et de ce pourquoi le Christ est venu affronter le Sanhédrin, et aussi pourquoi le Sanhédrin l'a fait tuer par les Romains, parce que sa proposition, on va dire universelle, et sa compréhension, je dirais, presque grecque de la religion juive, était quelque chose d'insupportable pour des gens qui voulaient rester fondamentalement des suprémacistes raciaux, avec une vision totalement belliqueuse et inégalitaire, qui, je le rappelle, est totalement exprimée dans la Torah. Il suffit de lire simplement le Deutéronome. Et en ce moment, ce que fait Trump, finalement, c'est d'aider, par un travail de soumission obscène, les gens à comprendre à quel point l'Amérique aujourd'hui est dominée par Israël, et qu'en plus, c'est une domination presque méprisante, parce qu'en plus, ça consiste simplement à sacrifier l'Amérique
en plus à un projet qui n'est pas viable. Parce que c'est aussi ce que je dis en ce moment, c'est que ce projet du Grand Israël va terminer en Petit Israël. Je fais souvent un parallèle avec l'époque de la destruction de la Yougoslavie, où Milosevic avait été manipulé pour lancer le projet de la Grande Serbie, qui a fini en toute petite Serbie. Et j'ai l'impression que on va arriver à peu près. J'entends des bruits là d'internet derrière moi. C'est Arnaud. Oui, il y a Oui, des applications qui n'ont pas été désolé, on fermées. va le sortir le temps qu'il remette. Ouais. Continuez, c'est intéressant. Donc, d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que vous avez parlé de Julien Rochdy, parce que Julien Rochdy, c'est l'anti-Nick Fuentes en France. Vous voyez, il fait un travail strictement inverse. C'est-à-dire que lui, il explique en s'appuyant sur une généalogie des Blancs, qui est d'ailleurs pas inintéressante, hein, puisque toutes les races existent sauf les Blancs aujourd'hui. On est dans un monde paradoxal où on nous dit que les races n'existent pas, mais qu'il faut les métisser, ce qui est quand même intéressant. Oui, Hein. Et en même temps, on admet finalement qu'il y a des noirs avec des spécificités, qu'il y a des jaunes avec des spécificités. Et à un moment donné, on arrive alors, puisque chaque race a ses spécificités, et qu'il faut d'ailleurs des spécificités qu'il faut respecter et admirer, hein, ce qu'on appelle l'ethno-différentialisme, hein, les différences, on arrive forcément à un moment donné sur la question des blancs. C'est que si les noirs existent, les blancs existent aussi. Et chevauchant ce cheval de logique quelque part, un type comme Rushdie dit bon bah maintenant il faut bien admettre que les blancs existent. On va parler de l'épopée des blancs qui s'est quand même qui s'est hissé par sa maîtrise des mathématiques appliquées au sommet de la civilisation technicienne. Nous sommes au sommet de la civilisation et qui d'ailleurs a produit notamment les droits de l'homme. Et alors, quand il fait ce travail de valorisation des blancs, puisque en fait tous les concepts, même comme l'antiracisme, est un concept blanc, je rappelle, hein. C'est ce que j'expliquais à Ouria Boutelja à l'époque, c'est que les droits de l'homme font partie du bagage colonial. Quand on veut décoloniser, il faut s'appuyer sur d'autres choses que les droits de l'homme. c'est mhm. c'est un paradoxe, hein. Et donc le Rushdie à la fin dit ben voilà, au bout du chemin des blancs, il faut se poser la question est-ce que les juifs sont blancs? Et il nous dit oui, bien sûr, les juifs sont blancs et nous devons donc non pas combattre avec eux, mais les intégrer à notre combat contre une réalité d'ailleurs il y a toujours une partie de réalité, c'est que le blanc est un caractère régressif au niveau de l'histoire à la fois qu'on le prenne comme civilisation ou comme réalité anthropologique stricte. Nous sommes en ce moment en voie, je dirais pas de disparition, mais par rapport à ce qu'a été le monde au 19e siècle, les blancs sont de moins en moins nombreux et sont en train de passer sous la domination des Chinois, sans doute des Indiens demain, pour des questions d'échelle. Quand on voit ce que sont les nations d'Europe, qui étaient le centre du monde jusqu'en 1918 en réalité, et qu'aujourd'hui il y a comment dirais-je, des nations et avec une dimension ethnico-culturelle qui sont en train de monter et qui inéluctablement vont dépasser ce vieux monde blanc parce que l'Inde, c'est 1,5 milliard d'individus, la Chine aussi, on va même penser d'émergence comme l'émergence du Brésil, donc il est certain qu'on peut avoir une inquiétude spinglérienne du monde blanc. Le monde blanc a son avenir derrière lui, c'est clair. Nous étions le phare du monde, sur le plan technique et sur le plan militaire, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et aujourd'hui, nous sommes dans la nostalgie du blanc. Et en fait, un type comme Rushdie, qui est un politique malin, et s'appuie là-dessus pour dire nous devons absolument défendre ce monde blanc déclinant et menacé par le métissage et par la montée des puissances comme la Chine et l'Inde. Et pour ça, nous devons être tous solidaires entre blancs. Et derrière, il rajoute et notre épée aujourd'hui pour nous battre, et finalement l'américano-sionisme, c'est-à-dire cette alliance américaine et israélienne, sans jamais faire remarquer que l'Amérique est soumise à Israël, et qu'en réalité, cette soumission de l'Amérique à Israël tend à affaiblir et à détruire l'Amérique, qui est pourtant ce qui nous reste de puissance quant à l'impérialisme blanc, parce que c'est ça le sujet qu'il faut aborder, c'est que tout ce qu'Israël exige de l'Amérique, et là on le voit avec de façon caricaturale avec Trump, est en train d'affaiblir l'Amérique et le monde blanc. C'est ce qu'on est en train de constater, notamment avec cette guerre contre l'Iran, qui est en train de mettre en danger l'Europe sur le plan énergétique, l'Amérique aussi sur le plan politique et économique. Et je dis, c'est le côté intéressant de Trump. C'est Trump a trahi ses promesses électorales, mais il les a trahies de manière tellement caricaturale qu'il est en train de nous permettre de comprendre en réalité. Et donc, ça serait peut-être, je dirais, une ruse hegelienne pour arriver finalement à ces objectifs qui étaient ces objectifs de promesse de campagne. C'était
en fait, de combattre l'État profond. Finalement, en ce moment, il est en train d'aider à démasquer l'État profond en s'y soumettant totalement. C'est un paradoxe, mais qui est intéressant. Ben, vous reprenez la thèse là, d'un influenceur ici au Québec là, qui dit qu'on est dans une partie d'échecs à 5 dimensions où on se garde Israël comme dessert et qu'on ne peut pas prendre de front cet état profond-là sans jouer à la cache-cache, là, parce qu'ils sont trop puissants. Mais effectivement, cet influenceur-là nous invite à lire le véritable objectif de Donald Trump au Proche-Orient, qui est de retirer ses troupes. Ça, c'est la thèse de votre camarade québécois qui porte ce projet Quanon. Alors des fois, on se demande si ça peut aller aussi loin, je dirais, comme stratégie consciente. Mais sur le résultat, on est obligé de constater que tout ce que fait Trump pour Israël se retourne contre Israël, hein. La guerre des 12 jours, le régime de change iranien qui a renforcé le pouvoir iranien et affaibli les infiltrations israéliennes qui essayaient de faire, après avoir, comment dirais-je, subi un échec militaire pendant la guerre des 12 jours, ont tenté un régime de change par une révolution colorée. Trump, à chaque fois, a accompagné Israël dans cette démarche. Et en fait, ça s'est à chaque fois retourné contre Israël. Et en ce moment, bon, c'est difficile de savoir comment va finir cette guerre irano-américano-israélienne, mais elle est en train, sans doute, d'affaiblir terriblement Israël et aussi de faire comprendre aux Américains qui hurlent contre Trump en ce moment d'ailleurs, que en fait Israël est en train d'amener l'Amérique à la catastrophe, alors que le projet électoral de Trump était, je rappelle, le retour à la doctrine Monroe et revenir en fait à l'Amérique réelle, à l'Amérique intérieure, et renoncer à l'Amérique comme vecteur de l'empire, et d'un empire qui, je le rappelle, dont le but est de passer de la Pax Americana à la Pax Judaica. Je rappelle que c'est quand même ça. Et ça, finalement, Trump nous aide à le comprendre de manière, je dirais, pas négativement. Alors moi, je ne sais pas si réellement il a cette dimension sacrificielle et si c'est réellement un très grand stratège, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, le résultat est quand même relativement celui-là. Voilà. Donc, c'est intéressant parce qu'il est difficile là, d'avoir ce genre d'analyse-là au Québec parce que je sens les opinions très polarisées actuellement en tout ce qui a trait le Proche-Orient, M. Soral, parce que on a encore utilisé le même disque des méchants ayatollahs. Je me rappelle dans le temps de la Yougoslavie, le méchant Milosevic et les Serbes qui jouaient du foot avec les têtes des musulmans. On joue tout le temps le même scénario, puis ça semble toujours vouloir fonctionner. Et là, avec le phénomène des prières de rue puis tout ça à Montréal, on réactive beaucoup là les droits tardés que vous aimez nommer. Puis c'est leur tâche à eux, là, ceux que vous nommez, qui vous ont coûté l'exil, prolifèrent dans ce chaos-là. C'est un peu ça qu'ils veulent. Bah, c'est aussi malheureusement, c'est la réaction immédiate on va dire, du petit bourgeois blanc, qu'il soit québécois ou français, c'est de voir la montée de l'insécurité liée à l'immigration incontrôlée, c'est de voir le métissage forcé. Donc en fait, il est normal qu'ils réagissent contre ça. Mais le problème, c'est qu'il ne se rend pas compte, c'est que en réagissant, il se met dans les mains de ceux-mêmes qui l'ont organisé. C'est ça le problème. C'est qu'à un moment donné, moi je veux bien qu'on revienne à une France ou à un Québec de l'époque où De Gaulle pouvait dire vive le Québec libre. Mais pour ça, il faut absolument ne pas passer par la médiation de ceux qui nous proposent de s'occuper du dossier, parce qu'on sait que c'est ceux qui ont organisé ce chaos et qui n'ont aucun intérêt à le résoudre. Car en fait, ce qui est de plus en plus évident, que ce soit pour Israël ou pour certaines dominations communautaires, c'est que ces gens ne peuvent se maintenir et proliférer que sur un chaos aggravé. La paix n'est pas leur intérêt, la paix joue contre eux. Et donc, ils sont éminemment dangereux de ce point de vue-là. Et c'est déjà une raison de ne pas passer par eux, même si on a des objectifs, je dirais, identitaires. Moi, je comprends tout à fait la sensibilité identitaire. Le problème, c'est que laisser la question identitaire comment dirais-je, en France, à Éric
à Éric Zemmour ou à Sarah Knafo, qui sont, voilà, ça pose un vrai problème. C'est comme quand comment dirais-je, des Israéliens de confession juive, par définition, vous disent que Israël protège les chrétiens du Moyen-Orient. C'est quand même un discours d'une obscénité qui ne peut être accepté que par des gens qui regardent le journal de 20 heures. Mais si on fait un tout petit effort de s'intéresser à la réalité de cette région du monde depuis les années 1948, on voit que systématiquement, le pouvoir sioniste a fait du tort et a fait du mal comment dirais-je, aux chrétiens d'Orient. De même d'ailleurs que systématiquement Israël, dans sa logique d'extension, a aidé à détruire des nations arabes, mais qui étaient sur un modèle nationaliste à la française, par un travail qui s'appuie en général sur la Houma, c'est-à-dire sur l'internationalisme musulman. Et cet internationalisme musulman, on le sait avec les frères musulmans, est sous pilotage de l'Empire anglais puis de l'Empire américain qui lui a succédé, certainement, de façon certaine, depuis l'époque de Nasser, et même déjà depuis Laurence d'Arabie. Hein. Donc en réalité, c'est toujours le même problème, c'est que les gens qui vous proposent de régler un problème, ce problème, c'est eux-mêmes qui l'ont créé, et ils n'ont aucun intérêt objectif à ce que ce problème soit réglé, puisque en fait, ils prolifèrent sur ce problème. Et ça, c'est évidemment, ça demande de faire la différence entre la carambola et ce que j'appelle le billard français et le trois bandes, vous voyez? C'est-à-dire qu'il faut avoir un certain sens de la complexité des manipulations politiques et des réalités historiques. Et malheureusement, tout de suite, ça restreint votre public et vous perdez un public qui veut des réponses simples à des questions simples, vous voyez? C'est qui sont les gentils, qui sont les méchants, euh, des deux candidats terminaux pour que le problème soit réglé. On sait que si ces deux candidats sont arrivés en finale, c'est qu'ils sont déjà disqualifiés par tout un processus de sélection qui fait que s'ils sont en finale, c'est qu'ils ne peuvent pas être ils ne peuvent pas être la solution. Donc voilà, c'est tout ce problème. Voilà, c'est de la complexité du réel. Le simplisme logique des médias de masse et du pouvoir de masse, et qu'à un moment donné, voilà, il y a une équation qui est insoluble. Comment arriver à faire comprendre à la masse des processus complexes? C'est très difficile. On va s'essayer avec la voix de Arnaud. Arnaud, est-ce que tu nous entends? Oui, bonjour, je vous entends très bien. Donc, je vais te laisser la parole quelques minutes. Là, tu as écouté en coulisses, puis on va se contenter de ta voix, puis vas-y, on t'écoute. Oui, ben écoutez, j'écoutais ce que Alain avait à dire avec beaucoup d'intérêt, parce qu'effectivement, on est un peu à une forme de révélation, hein, c'est bien le terme, d'apocalypse, un dévoilement. Et indépendamment des processus qui font que l'histoire n'attend pas et continue à se dérouler devant nos yeux, on s'aperçoit que certaines forces dont il s'agit plus ou moins centralement dans ce que nous évoquons depuis le début de l'émission, sont eux déjà en train de passer à l'étape supérieure, à l'étape suivante. C'est-à-dire qu'en fait, du grand Israël au petit Israël ne veut pas dire que une certaine communauté organisée n'est pas en train déjà de mettre en place un dispositif qui leur permettra de, le cas échéant, s'en sortir par le haut, on pourrait dire, et continuer à sévir, hein, à défaut d'autre chose. Mais je pense qu'Alain pourrait en parler beaucoup plus, de manière beaucoup plus éloquente, parce qu'effectivement, on assiste à une forme de dédoublement, de division entre un projet sioniste à bout de souffle, en manque d'hommes, en manque d'imagination, manque de subtilité, et surtout en contradiction inhérente avec la nature profonde, ce qu'a toujours été la communauté organisée dans sa forme diasporique, avec un gang, ou la gang, comme tu dis, Karl, qui, eux, n'ont jamais vraiment peut-être cru au projet d'un État national, d'un foyer national en tant que tel, et qui sont d'ores et déjà en train de préparer des alternatives. Et ce faisant, on peut s'apercevoir d'une chose qui est certaine, c'est que sous l'administration Trump, cette section de l'équipe en question fait beaucoup d'argent et ils en auront besoin pour financer un projet sous d'autres cieux.
Monsieur Soral. Oui, oui, je peux prolonger cette approche. On voit aujourd'hui qu'il y a une espèce de disjonction très forte entre ces nationalistes sionistes qui ont toujours le projet du Grand Israël et qui est en train d'ailleurs de mettre le monde à feu et à sang, et une élite juive très impliquée dans la finance mondiale qui en ce moment se sert de cette période de chaos pour non seulement faire beaucoup d'argent, ça c'est l'entourage immédiat de Trump, et d'ailleurs Trump y participe avec sa famille, son fils notamment, et surtout on voit que ces gens-là sont en train d'acheter des terres en Patagonie, de demander des visas massivement en Argentine, regardent du côté de la Nouvelle-Zélande ou de l'Australie pour voir des terres relativement vierges qui ne seraient pas impactées notamment par des nuages radioactifs compte tenu de la circulation des vents sur le globe terrestre. Donc on a l'impression, une fois de plus, qu'il y a, je dirais, une espèce de disjonction qu'on peut appeler finalement une lutte des classes cachée entre, si on s'appuie sur ce que la longue histoire du judaïsme, entre les juifs de cour, qui eux sont liés aux élites, et puis les juifs du ghetto, qui sont souvent, eux, sacrifiés par ces juifs de cour. Et on a un peu une version moderne de ce qui est en train de se passer, qui n'est pas sans nous rappeler la période où les juifs d'Europe centrale religieux et qui vivaient encore dans des shtetls et qui étaient sur un fonctionnement rabbinique très très classique, se plaignaient du fait que les élites juives américaines et canadiennes, notamment avec les Bronfman, en déclarant la guerre au régime national-socialiste allemand dès 1933, je rappelle, hein, où les juifs, les instances juives mondiales et mondialistes qui étaient aux États-Unis et au Québec, donc hors de portée du nazisme, ont déclaré la guerre au régime national-socialiste allemand sans se soucier de l'impact que ça aurait sur les juifs qui, eux, étaient coincés, je dirais, en Europe centrale. Et ça, aujourd'hui, avec le recul historique, on a notamment beaucoup de courriers à l'époque de certaines élites rabbiniques de ces régions d'Europe centrale qui se plaignaient notamment que ces juifs mondialistes et mondiaux de l'autre côté de l'Atlantique étaient en train de les sacrifier en ne pensant pas aux conséquences de leur déclaration de guerre, qui était une déclaration de guerre économique, hein, je le rappelle, de boycott essentiellement, contre l'Allemagne. Vous voyez, donc il y a un phénomène récurrent qui en fait ressortir quelque chose qui est la chose la plus difficile à comprendre sans doute pour les gens qui sont habités par un communautarisme profond. Et moi, je dis souvent par une remarque un peu humoristique, c'est que finalement, Karl Marx a fait comprendre au monde entier une réalité qui s'appelle la lutte des classes, et cette lutte des classes est interne à la réalité ethnique, hein, elle se passe à l'intérieur même des groupes ethniques, et que les seuls qui n'ont jamais compris la réalité de la lutte des classes sont les juifs eux-mêmes à cause de leur très grand communautarisme et de la peur de l'antisémitisme. Mais en réalité, j'ai l'impression que cette période de révélation révèle aussi en ce moment qu'il y a une lutte des classes très violente entre les élites juives financières qui sont autour de Trump aujourd'hui et qui poussent Trump à faire ce qu'il fait et qui font beaucoup d'argent en ce moment en anticipant sur l'aggravation de la crise mondiale, et notamment le peuple israélien qui a cru au projet israélien, qui sont des citoyens israéliens qui sont en Israël et qui sont en train d'être sacrifiés dans une guerre qui est commanditée par des gens qui n'y mettent jamais les pieds, hein, je le rappelle. Et c'est assez choquant quand on y réfléchit, et en même temps, ça se connecte avec la longue histoire du peuple juif, où souvent, il y a cette lutte des classes cachées entre les élites qu'on peut appeler la tradition des juifs de cour et le petit peuple juif du ghetto, vous voyez. Et on est en train de vivre plusieurs révélations en ce moment, dont celle-là. C'est nouveau pour moi, ça, Monsieur Soral. Vous me dites, parce que nous, on couvre beaucoup Israël, America First, ce phénomène-là aux États-Unis, qu'on me dit que c'est irréversible. Là, depuis l'assassinat de Charlie Kirk, l'opinion publique américaine est vraiment porte beaucoup attention à cette influence-là qui est malsaine là, pour les intérêts américains. Puis je pourrais laisser parler Arnaud aussi, là, allez-y, là, et que ça, en Israël, c'est ce que les gens réalisent, c'est que en voulant trop, puis en accélérant du côté de Netanyahou, son projet du Grand Israël, ils remettent en question l'existence d'Israël. Peut-être. Et puis oui. plus que l'existence d'Israël, pour montrer l'antisémitisme mondial, surtout pour la diaspora, parce qu'aujourd'hui on voit que par exemple, les touristes israéliens qui sont très présents, notamment en Thaïlande et dans des pays où il y a des plages agréables, se font beaucoup insulter et agresser parce qu'ils sont associés systématiquement à Netanyahou.
Et c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que moi j'ai toujours des formules assez efficaces. C'est qu'Hitler a permis Israël et Israël est en train de ramener Hitler. Vous voyez, là on est dans une dialectique historique assez massive. C'est qu'aujourd'hui nous assistons à une mondialisation de l'antisémitisme à cause de l'extrémisme israélien qui, je le rappelle, a existé au départ sur l'idée d'un peuple en souffrance qui avait besoin d'être protégé, qui était là, ce qu'on appelle l'idéologie de la Shoah. Et par Netanyahou, on est passé récemment, et notamment depuis le 7 octobre, de l'idéologie de la Shoah à l'idéologie de la Torah. C'est-à-dire que c'est plus des gens qui nous disent on a besoin d'être protégé dans un pays refuge, c'est des gens qui nous disent Dieu nous a donné cette terre, et même bien au-delà, puisque c'est toute la terre que nous devons conquérir à terme, et déjà le grand Israël, parce que nous sommes les élus de Dieu, nous sommes une race supérieure et que vous êtes tous des sous-hommes. C'est ce que dit Netanyahou, c'est ce que dit son entourage qui est au pouvoir quand même depuis des années en Israël, et c'est surtout ce qui est écrit dans la Torah. C'est-à-dire qu'en ce moment, l'antisémitisme est en train de monter mondialement à cause d'Israël et de cette évolution d'Israël qui, je le rappelle, a démarré par la gauche pour finir par l'extrême droite. C'est une réalité. Si on compare ce que racontait Israël en 48, le refuge des proscrits et un peuple sans terre pour une terre sans peuple, et aujourd'hui, un Commonwealth à partir duquel conquérir la planète, parce que Dieu l'a voulu, parce que Dieu a choisi son peuple élu sur des critères raciaux, et que tous les autres êtres humains ont vocation à devenir leurs esclaves. On en est là, et forcément ça ne peut générer qu'un antisémitisme mondial qui forcément va s'activer, pas en Israël, puisqu'en Israël on va dire qu'il y a que des juifs, et que les autres sont soumis à leur autorité, mais dans tous les pays où il y a des communautés juives puissantes. Et je rappelle que l'Argentine, la France, l'Angleterre, les États-Unis, et on voit bien qu'aux États-Unis, Nick Fuentes est en train de légitimer l'antisémitisme par Israël. Et malheureusement, sur le point de vue de la rigueur de son discours, sur le plan théologique, moral, historique et politique, on ne peut pas lui apporter la contradiction. C'est pour ça que je vous dis que j'ai peur pour lui, parce que on risque de lui promettre un avenir à la Charles Kirk, qui était en train d'opérer le même virage. Car ça aussi, c'est un autre sujet. C'est que la violence raciale et théologique qui s'est appliquée par le pouvoir israélien sur Gaza depuis le 7 octobre a produit chez les chrétiens sionistes un constat qui est simple, c'est Jésus ne peut pas vouloir Gaza. Et c'est en train de faire s'effondrer ce deuxième étage de la fusée qui commence par les Pâques, qui était que, à partir d'une corruption des élites américaines par de l'argent, qui est une certitude aujourd'hui, ça s'appelle la corruption du Congrès, ça ne pouvait fonctionner qu'avec cette deuxième étage de la fusée, qui était les dizaines de millions de chrétiens sionistes évangéliques qui disaient que Jésus-Christ obligeait les Américains à soutenir inconditionnellement Israël. Ça s'est effondré à cause de Gaza. Et ça, une fois de plus, Gaza le sacrifice des Palestiniens a une vocation théologique et morale, c'est que ça a amené la vérité sur le mensonge de ce qu'on appelle l'évangélisme américain. Jésus ne peut pas vouloir Gaza, les évangiles ne racontent absolument pas ce que racontent les prêcheurs chrétiens sionistes, qui sont des escrocs financés, à mon avis, par des puissances d'argent, mais qui sont ouvertement des escrocs, qui auront des comptes à rendre un jour avec les vrais chrétiens américains. Ces gens sont des escrocs. Hein. Jésus n'a jamais dit qu'il était pour le suprémacisme juif racial de Netanyahou. Il est venu pour dire le contraire. Hein, je le rappelle. C'est dans les évangiles, écrits à chaque page. Mais, Monsieur Sorel, je ne suis pas un docteur en théologie, puis j'ai compris ça. Là. Comprenez-vous que c'est vraiment en suivant ce phénomène-là là, de Nick Fuentes, puis je suis content que ce soir, là, vous mettiez l'accent sur ce personnage-là, parce que c'est grâce à la liberté d'expression puis j'ai toujours dit, moi, que entre anglo-saxons, ils sont capables de se frapper sa gueule, eux autres. Parce qu'ils se le fassent dire par un Alain Soral ou par l'extérieur, les Américains suivent pas mal leur actualité à eux, sont très peu portés. Je veux pas faire d'amalgame là non plus. Il y a bien des Américains là qui sont cultivés puis qui ont un regard sur le monde, mais c'est quand même intéressant de voir ce phénomène-là se dérouler aux États-Unis, qui est l'épicentre là, de ce basculement du monde-là. Là. Oui, c'est assez d'ailleurs logique que ça se passe là
où finalement la contradiction est exacerbée puisque les acteurs sont les plus puissants d'une certaine manière. C'est-à-dire que pour faire tomber le mensonge sioniste qui veut enrégimenter les chrétiens, il faut nécessairement que ça se fasse là où il y a le plus, où cette idéologie a le plus de poids. Hein. Et ce qui est intéressant d'ailleurs d'un point de vue, je dirais, moral et presque théologique, c'est que à mon avis, Charles Kirk a été tué parce qu'il était payé pour vendre à la jeunesse des campus de droite le soutien à Israël au nom de l'évangélisme chrétien, hein, qui était une manière aussi de combattre la gauche antiraciste Soros, qui étant de gauche était plutôt pro-palestinienne. C'est des sujets qu'il faut comprendre. Et que à cause de Gaza, il était en train de basculer depuis quelque temps en disant, il se mettait à douter de la légitimité de son combat à cause de la violence exercée contre les Palestiniens. Et c'est d'ailleurs quand il a commencé à dire que il ne pouvait plus continuer à dire ce qu'il disait, et que d'ailleurs les Israéliens avaient répondu à ses doutes en augmentant le budget, en lui disant on va te donner plus d'argent, et qu'il avait commencé à refuser, que finalement il a été mis à mort. Je rappelle d'ailleurs qu'il a été mis à mort, à mon avis, comme ont été mis à mort les deux frères Kennedy, dont je rappelle, ils voulaient à la fois se réconcilier avec Nasser et ne pas avancer plus loin dans cette lutte finalement assez inutile des États-Unis contre le Proche-Orient. Et ils voulaient aussi empêcher, par des inspections à Dimona, Israël d'avoir la bombe atomique. Donc finalement, on peut dire que l'assassinat, pour moi, de Charles Kirk succède à un certain nombre d'assassinats ou de mises hors d'état d'agir, dont les deux plus grands symboles sont les deux frères Kennedy. Je pense que les deux frères Kennedy, comme le dit très bien chez nous un auteur que j'ai dit qui s'appelle Laurent Guyeno, ont été mis à mort à la demande de Ben Gourion, parce que les Kennedy voulaient se réconcilier avec le monde musulman, dans une vision justement d'un mondialisme apaisé, et voulait empêcher, comme le voulait d'ailleurs le général de Gaulle, qui a été lui non pas assassiné, mais mis hors de pouvoir, enfin mis hors du pouvoir par une révolution colorée qui s'appelle mai 68, qui est d'ailleurs la première révolution colorée du monde moderne, puisque la première révolution du monde traditionnel s'appelle la Révolution française. Vous voyez qu'on est très présent dans ces combats, comme on est très présent dans l'affaire Epstein en France. Et donc on peut bien dire effectivement que le miracle, d'une certaine manière, c'est que Charles Kirk est resté intègre et a renoncé à ce message pro-sioniste parce qu'il se sentait chrétien. Il a été mis à mort, et sa mise à mort a fait monter en puissance le personnage de Nick Fuentes, qui est bien plus radical, je dirais, et qui en dit encore bien plus que n'en disait Charles Kirk. C'est pour ça qu'on peut quelque part y voir, dans un combat qui est presque un combat religieux, la main de Dieu quelque part. C'est que finalement, quand un combattant est tué par les forces du mal, un autre le remplace encore plus efficace. Donc c'est ce qui peut nous donner à espérer, si on comprend que ce qui se joue en ce moment est à la fois quelque chose de politique, de géopolitique, d'économique, mais aussi avec une dimension quand même assez religieuse, assez eschatologique. Hein. On est dans une période qui a été annoncée par l'eschatologie chrétienne et l'eschatologie musulmane, qui est ce qu'on appelle une période de fin des temps, qu'on va interpréter de manière laïque comme une période de changement de paradigme violent. Hein. Nous arrivons à la fin d'un cycle, et c'est pour ça que c'est très violent en ce moment, très dangereux, mais très intéressant d'un point de vue politique. Une vraie période de dévoilement, une période d'apocalypse. Oui, puis si on veut régler ça d'une façon basique, on dit Netanyahou, on fait disparaître Netanyahou, puis nos problèmes sont réglés dans une sorte d'analyse binaire, mais c'est quoi qu'on doit souhaiter là pour la population israélienne qui s'aperçoit que c'est leur existence là, si on n'allume pas. Si on laisse je le dis souvent, c'est plus les rabbins sont pas juste dans les synagogues, ils sont rendus au pouvoir. Puis quand on fouille un peu tout le concept judéo-chrétien et autres, aujourd'hui, j'embarque pas dans cette histoire-là du peuple élu, puis autant bien croire au Père Noël tant qu'à y être. C'est là qu'on en est rendu, là. Ben là, il faut comprendre aussi cette idée du Machia et cette idée on va dire des Israéliens très religieux et qui sont sur l'idée du suprémacisme juif, c'est qu'ils sont obligés d'attendre. Pour eux, si le Machia ne vient pas, ils seront défaits, ils seront vaincus. Le Machia, c'est un peu, vous savez, le miracle qui fait que la comptabilité tombe juste ou que l'équation tombe juste. C'est-à-dire que sans l'intervention du Machia, Israël est sacrifié. Donc les religieux israéliens l'interprètent comme le Machia va venir, puisque nous devons gagner.
Mais en réalité, si on a une vision hegelienne et matérialiste de l'histoire, le Mashiach ne viendra pas et Israël va s'effondrer. C'est ça qu'on peut comprendre. Mais c'est pour ça qu'on est obligé d'admettre que des types avec la vision de Netanyahou sont obligés de basculer dans une vision religieuse qui, je le rappelle, j'ose comparer à celle d'Hitler. Je rappelle que Hitler, quand il déclare la guerre aux Russes, alors qu'il a déjà les Anglais et les Américains potentiellement contre lui, il est obligé de croire qu'il y a une force suprahumaine qui l'accompagne pour penser qu'il peut gagner. Parce que si simplement il fait comme Staline et qu'il compte les divisions, il a perdu des 39. Et en fait, nous avons un espèce de parallèle entre la folie hitlérienne qui croyait à Germania et au Reich pour 1000 ans, hein, c'est-à-dire ce qu'on appelle le danger de la destinée manifeste. Les gens qui se mettent à croire à la destinée manifeste quand ils ont un poste politique deviennent des dangers publics parce qu'en réalité, ils cessent de calculer, ils cessent de compter. Ils pensent que Dieu y pourvoira, vous savez, que Dieu réglera les problèmes qui sont normalement objectivement insolubles. Et là, on peut expliquer cette dérive religieuse du pouvoir israélien avec ce projet du Grand Israël. Plus ils sont allés vers ce projet du Grand Israël qui pose des problèmes démographiques, des problèmes de destruction de pays voisins qu'on ne peut pas à la fois les détruire et les coloniser. Il faut faire des choix. Hein, et donc, plus ils ont avancé ce projet, plus ils ont été obligés de basculer dans du religieux. Et on voit très bien que Netanyahou, qui vient au départ du révisionnisme sioniste, c'est-à-dire de Jabotinsky, qui est en fait une version juive du fascisme, s'est entouré de plus en plus de religieux, parce qu'en réalité, l'équation du Grand Israël ne tombe pas juste. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous faites intervenir Dieu à un moment donné, quand en réalité, sans lui, vous ne pouvez pas y arriver. Mais le problème, c'est ce problème de ce Dieu silencieux qui regarde mais qui n'intervient pas. Et là, c'est pour ça que ces juifs extrémistes tous les jours pensent que le Mashiach va venir. D'ailleurs, ils portent maintenant, c'est d'ailleurs Arnaud qui me l'a fait remarquer, les soldats de Tsahal portent sur leur épaule le signe du Mashiach, parce que pour les aider à aller au combat, dans un combat qui sinon est perdu. Hein, c'est-à-dire que si le Mashiach n'intervient pas du côté des forces israéliennes, qu'on fait une analyse objective des forces en présence et de la durée de ce qui est une guerre, avec tout ce que ça implique hein, sur la profondeur stratégique, les alliances, l'énergie, le nombre d'hommes, etc., ils ne peuvent pas gagner. Vous voyez, donc c'est ça qui est intéressant, c'est tout ce que révèle en ce moment cette folie israélienne, qui est une folie. Arnaud Develay. Arnaud? Oui, je dirais que... Oui, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, oui. Je disais, j'allais dire que quelque part, on retrouve aussi ce concept du génie juif qui crée un golem qui devient quelque chose hors de contrôle, auquel toute la planète est confrontée. Parce que au travers de l'indulgence qu'on a pu témoigner à l'égard du projet colonial sioniste et la destruction du droit international qui s'en est suivi presque mécaniquement, et à la lumière de ce qu'Alain décrit du fait que le chiffre, les nombres, le compte n'y est pas, eu égard au projet lui-même, ça ne nous sort pas, si je puis dire, des ronces, eu égard, et ça on devrait peut-être terminer l'émission sur ce sujet, c'est le backlash, c'est-à-dire le retour de flamme, parce qu'on a maintenant, on peut dire, un nombre substantiel d'Israéliens qui vont par la force des choses utiliser leur autre passeport pour pouvoir se dissiper dans la nature. Et dans certains coins de la planète, ils ont, encore une fois, je le disais un peu plus tôt, mis en place un dispositif qui leur permet de se maintenir. Et là, on va avoir affaire, si je puis dire, je sais plus qui c'est qui disait ça, je crois que c'était Shlomo Sand qui parlait on est passé du shtetl du juif qui rase les murs au chabra, bronzé, exposé au soleil, qui se tient fier et qui défie les ennemis. Et c'est ce chabra-là qu'on va se prendre maintenant, si je puis dire, dans la figure, parce que beaucoup d'entre eux sont déjà titulaires de passeports étrangers. Ils réalisent que ça sent le roussi et ils vont donc rappliquer dans des pays qui, jusqu'à présent, en plus, les ont soutenus mordicus. Et ça, dans des pays où il y a des communautés, effectivement, qui ont été importées par plus ou moins les mêmes depuis un demi-siècle, ça promet des lendemains très, très houleux, à tout le moins. Oui, Monsieur Soral. Je pue le soin.
Oui, oui, bien évidemment, oui, parce qu'en plus, ces juifs qui vont revenir notamment à Paris, notamment à Paris, parce que moi je suis français, ça m'intéresse, ça ne sera pas des juifs qui arrivent d'Auschwitz, maigres et en pyjama rayé. Ça va être des types qui ont du sang sur les mains, le sang des Palestiniens, et qui ont l'habitude de traiter, de traiter les autres comme ils les traitent en Cisjordanie. Et n'oubliez pas que si on veut raccorder ça au sujet des municipales, la France qui a organisé au niveau de ses élites le regroupement familial, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, qui a des Français qui ont l'identité française, mais qui viennent du Maghreb, qui viennent d'Afrique, et qui se sentent relativement traités comme des citoyens de seconde zone et se sentent solidaires des Palestiniens. Ils viennent récemment à travers le parti LFI, qui, je rappelle, est dans la continuité de l'antiracisme de mitterrandien, et qui aujourd'hui se fait traiter de parti pratiquement d'extrême droite par ceux-là même qui l'avaient créé. Ces gens-là ont accédé à la maturité politique et ont pris des villes entières, comme Roubaix, des tas de villes autour, d'ailleurs des villes autour comment dirais-je, des communes périphériques autour des villes principales françaises, et on va arriver à une géographie qui est une géographie de guerre civile, c'est-à-dire des centres-villes. Si je prends par exemple Paris, un centre-ville sanctuarisé avec un énorme pourcentage de juifs, et de juifs dont une grande partie vont revenir d'Israël avec le sang des Palestiniens sur les mains, et cette ville est partagée en deux aujourd'hui, puisque à l'ouest, elle est dans les mains d'une gauche antiraciste relativement pro-palestinienne, et à droite, elle est dans les mains d'une droite bourgeoise pro-sioniste. Donc déjà, rien que dans Paris intramuros, il y a une frontière qui est une frontière de tension. Hein, il suffit. Et après, quand vous regardez les banlieues autour de Paris, toute la banlieue est et nord est progressivement passée dans la main de gens issus de l'immigration qui sont des pro-palestiniens, et pas des pro-palestiniens blancs de gauche, des pro-palestiniens avec de la testostérone, qui sont issus de sociétés traditionnelles où il y a encore une certaine virilité, vous voyez ce que je veux dire, et qui en plus font beaucoup de sport. Et je peux vous dire que tout ça a un parfum de guerre civile larvée qu'on va découvrir chaque jour un peu à partir de maintenant, et dont d'ailleurs l'affaire Quentin, pour ceux qui s'y sont intéressés, était déjà un marqueur. Hein. On va en France dans de très grandes tensions, et ces tensions mettront systématiquement la communauté juive au cœur de ces tensions. Hein. Il y a une énorme rancœur qui est née contre eux. Ils ont un énorme pouvoir qui est totalement disproportionné par rapport à leur réalité statistique et par rapport à la réalité, comment dirais-je, de ce qui est censé être la République. Parce que nous avons en France un dîner du CRIF qui se prétend un dîner républicain, qui est organisé par une faction communautaire qui représente statistiquement 1/6 de 1% de la population française. Et ce 1/6 de 1% de la population française convoque régulièrement toute la superstructure républicaine pour leur donner des ordres, et tout en se révélant ouvertement pro-Netanyahou, pro-Israël. Tout ça va forcément très mal finir. Hein, très mal finir. On peut s'inquiéter effectivement de ce que va devenir la France demain, et toutes les tensions du monde, je dirais d'une certaine manière, où toutes les tensions du Proche-Orient sont réunies à l'intérieur de la France, et sont réunies même à l'intérieur des villes et de leurs banlieues en France. Comprennent Marseille, Lyon, Paris évidemment, Lille, vous voyez, et tout ça a été créé, je rappelle, par des gens qui ont accompagné le pouvoir de François Mitterrand. Hein. On sait très bien qui a créé ce chaos larvé, et forcément à un moment donné, ils auront à rendre des comptes, parce qu'en plus, ils jouent aujourd'hui le maintien de leur position. On va dire c'est Macron qui se maintient par un équilibre RN et LFI, mais pas, ces gens se maintiennent aujourd'hui par la stratégie du chaos. Donc je vous garantis que il va se passer des choses en France dans les années qui viennent, qui vont être, je vous dis, très révélatrices de tout le sujet dont on a parlé, et qui vont être pratiquement le décalque de ce qui se passe au Proche-Orient. Merci, M. Soral, parce qu'effectivement, tous les ingrédients sont en place là, actuellement pour installer le chaos. Puis quand je vous ai parlé des prières de rue au Québec, je suis le seul à dénoncer ça, de dire faites attention, demandez-vous tout le temps qui organise ça derrière. Puis sur l'île de Montréal, vous l'avez, dans une de vos émissions, vous invitiez le peuple, les populations musulmanes fraîchement arrivées, de choisir leur porte-parole. Et je dénonce ça aussi au Québec. Ici, on donne la parole souvent à des extrémistes
qui sont commandités par, encore une fois, la même gang, qui sont là pour exacerber les tensions. Et les journalistes de droite, eux, sont là pour exposer des problèmes d'antisémitisme à travers ça. Puis on travaille beaucoup les partisaneries pour arriver à nos fins. Là, puis en France, vous avez 29 régions de non-droit. Ici, à Montréal, ça commence à apparaître dans certains quartiers où la mafia italiennes et autres sont en train de se faire remplacer par des mafias ethniques. Et donc, ça marque un changement et ça démontre qu'on est dans un nouveau monde, là. Qu'il faut oui, mais le problème, c'est que ceux qui aujourd'hui dénoncent ça et font l'amalgame entre ça et notamment la réalité de l'islam sont ceux quand même qui l'ont organisé et laissé faire. C'est ça le paradoxe. Et d'ailleurs qu'aujourd'hui, en France, a émergé une catégorie de juifs de droite, on va dire identitaire, dont la fonction, c'est Sarah Knafo, est de dire à Julien Drey, vous avez créé la situation que vous déplorez. Alors on se demande si des juifs de droite sont là pour réparer les bêtises faites par des juifs de gauche. On pourrait se dire que finalement, on pourrait laisser ça à la population française, parce que je rappelle que ces gens sont 1% de la population, ou alors si au-delà de cette engueulade de façade, le but n'est pas qu'ils se maintiennent au pouvoir malgré leur bilan catastrophique. C'est ça la question qui se pose. Et à la limite, le meilleur moyen de ne pas attendre la réponse, c'est de se dire qu'on peut peut-être même, nous, vrais patriotes français identitaires, régler le problème nous-mêmes. Je ne vois pas pourquoi il faudrait à chaque fois déléguer à un juif de gauche ou un juif de droite les questions de la gestion de la question identitaire française. Parce que c'est un peu ça, à chaque fois, le constat qu'on fait, c'est qu'il faut toujours passer par cet intermédiaire ultra minoritaire pour régler les problèmes. Peut-être que la solution, je le dis souvent, c'est pareil dans le commerce, c'est de se passer des intermédiaires, de limiter les intermédiaires. Or, aujourd'hui, nous sommes entièrement dans la main des intermédiaires. Je rappelle d'ailleurs que c'est une approche qu'on peut faire de manière absolument générale, puisque la montée du capitalisme, c'est la montée du pouvoir du marchand, n'est-ce pas, sur les producteurs et les consommateurs. Et en réalité, ce marchand est par définition l'intermédiaire. Et nous sommes dans le monde général du règne de l'intermédiaire, quel qu'il soit, que ce soit sur le plan religieux, ethnique, ou même simplement du substrat capitaliste. Il faudrait à un moment donné peut-être remettre un peu l'intermédiaire à sa place. C'est ça l'idée, remettre l'intermédiaire à sa place. Voilà. Merci, M. Soral. Je sais que vous devez nous quitter. Ça vous a été le passage d'Alain Soral au Québec risque de faire des petits. Puis égalité ou réconciliation. Est-ce que vous avez un aile au Québec? Oh, non, pas vraiment. On a des sympathisants et des gens qui nous aiment bien parce que moi, chaque fois que l'on a créé des sections militantes comme ça, les gens se font beaucoup attaquer, puisque nous, on se fait attaquer des deux côtés, puisqu'on est sur gauche du travail, droite des valeurs, réconciliation nationale, et quand on veut réconcilier des gens qu'on a montés les uns contre les autres, on prend des coups des deux côtés. Donc en réalité, on est plus sur un travail de réseau, sur un travail de formation, et le militantisme direct, on l'a testé, c'est très dangereux. On se fait attaquer à la fois par les droitards et à la fois par les gauchistes qui sont quand même encore sous certaines tutelles, hein, faut pas oublier. Si on fait l'historique du gauchisme, le gauchiste est recruté au niveau lycéen et étudiant par les réseaux trotskistes. Hein. Ce sont eux qui les forment et qui les contrôlent depuis toujours. Hein. Et donc, le danger pour un militant égalité-réconciliation, s'il pense qu'il peut mener ce combat dans la rue, c'est de se faire attaquer d'un côté par les droitardés et de l'autre par ce qu'on peut appeler le gauchiste idiot. Hein. Et donc, je préfère qu'on fasse plutôt ce travail de réseau, de formation, d'édition, qui est un travail d'élite. Nous sommes une avant-garde révolutionnaire, je dirais. Hein. Je suis, de ce point de vue-là, je prends un peu à Lénine et un peu à Trotsky. Trotsky pour la logique des petites cellules de Troie, et puis Lénine en pensant que les révolutions se font non pas de façon spontanée, comme le croyaient les spartakistes, et Rosa Luxembourg, ça l'a conduit à la mort, mais comme le pense Lénine, qui en créant une école de cadres révolutionnaires professionnels, a quand même réussi avec très peu de monde à prendre le pouvoir dans un pays avec beaucoup d'intelligence stratégique, beaucoup de constance et beaucoup de courage. Monsieur Soral, pour un Canadien français qui veut voir sa culture perdurer en Amérique, pour terminer,
Notre situation ici dans la vallée du Saint-Laurent, on a 800 kilomètres, plus de 800 kilomètres de frontières avec nos voisins du Sud, un empire qui risque de vivre de fortes épreuves dans les prochains mois. Quelle serait votre position pour le Québec au niveau géopolitique? On sait que Donald Trump a parlé d'un 51e État. Et dans l'histoire du Québec, à toutes les fois que nos voisins du Sud nous ont tendu la main pour sortir les orangistes britanniques, les banquiers suceurs de sang, qui ont refusé l'indépendance américaine, qui sont venus vivre ici aux alentours des années 1776, après l'indépendance américaine, ceux qui ont refusé de perdre leurs privilèges aux mains des banquiers, sont venus vivre avec nous ici au Québec. Et ça fait 270 ans qu'on vit dans une colonie britannique. De voir quand même Trump nous proposer de rebrasser les cartes en Amérique, ça a séduit certaines personnes au Québec. Pour terminer, quelle serait, selon vous, selon notre position, quelle attitude on devrait adopter? Oh, là, ça a juste coupé. J'aimerais beaucoup entendre la réponse. Il y a Arnaud je peux peut-être entendre Arnaud actuellement. Arnaud? Ah, voilà. Monsieur, juste pour terminer, Monsieur Soral. Franchement, je ne suis pas de ceux qui expliquent aux Québécois ce que c'est que le Québec. Je ne connais pas assez bien le sujet. Effectivement, les déclarations de Trump s'inscrivaient dans une espèce de doctrine Monroe en disant, c'était plutôt un message qu'il envoyait aux Chinois, à mon avis, qui est dire laissez-moi le contrôle de ce continent qui s'appelle l'Amérique, et je vous laisserai tranquille dans un nouveau partage du monde. C'était plutôt une forme de renoncement à l'impérialisme, on va dire, néoconservateur. C'était comme ça que je l'interprétais. C'est-à-dire, voilà, nous revenons à la doctrine Monroe. L'Amérique, c'est l'Amérique, le Canada, le Mexique, le canal de Panama, un peu le Groenland, et ça voulait dire en gros, laissez-moi être le pôle dominant de cette réalité. Et c'était plutôt l'idée, nous passons d'un empire-monde à un empire-continent. C'était donc accepter finalement un certain déclin américain, mais en le présentant à son électorat, je rappelle quand même de beaufs américains avec un QI pas forcément très élevé, c'était présenter en fait une restriction et une diminution de la puissance américaine, comme le dit très bien Todd, de manière valorisante. En réalité, c'est-à-dire nous nous replions sur l'Amérique continent et nous renonçons à l'Amérique monde. C'était ça, comme ça qu'il fallait interpréter, à mon avis, ce discours assez inquiétant sur le Québec, le Mexique. Donc, je prends pas ça trop au sérieux. Le problème, c'est que ce discours n'a aucun rapport avec ce qu'a fait Trump depuis, qui est l'agression de l'Iran, qui n'était absolument pas cohérent par rapport à cette idée de doctrine Monroe dans un but de réinvestir l'Amérique intérieure, qui a des problèmes d'infrastructure, d'industrie, comme on le sait, et qui était le vrai projet de Trump avec America Great Again, et qui était America First. Et c'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pas ce que disait Trump sur le Canada, c'est pourquoi, bien, avec ce discours qui avait un sens, même s'il était présenté de manière un peu valorisante pour cacher un déclin américain qu'il fallait que l'Amérique assume, parce que sinon elle va beaucoup plus vite à la ruine, pourquoi il a enclenché derrière cette guerre contre l'Iran qui n'est totalement incohérente par rapport justement à sa doctrine Monroe réaffirmée. Et d'ailleurs, je pense que le silence de son vice-président, de Vance, est la réponse. C'est que Vance en ce moment se tait tellement la politique de Trump est indéfendable par rapport à ce pourquoi ils se sont fait élire. Et je vous dis, la seule explication, c'est un peu une explication à la Cossette, puisqu'on parlait de Cossette tout à l'heure, c'est de dire que finalement, Trump est dans une logique sacrificielle. Et moi, je disais que peut-être dans cette guerre Iran-États-Unis, il y a deux sacrifiés. Il y a Ramenei dans un sacrifice traditionnel qui s'est laissé tuer dans son bureau pour souder le peuple chiite et iranien derrière lui. Et peut-être que Trump qui se sacrifie en passant pour un traître et un imbécile pour essayer, à sa manière, plus à une manière de catcheur ou de combattant de MMA, de sauver l'Amérique, qui serait aussi par son sacrifice. Vous voyez, si je veux être un peu optimiste et avoir un peu de recul et ne pas regretter à quel point j'ai mis mes espoirs dans Trump et à quel point je suis déçu, je rejoindrais d'une manière hegelienne Cossette dans son analyse.
Et je pense que je peux finir là-dessus. Oui, merci beaucoup. J'espère pouvoir vous revoir bientôt. Toujours intéressant de vous voir au Québec. Je pense que merci de tout ça. Puis je tiens à remercier Arnaud Develay, qui a été celui qui a fait les rapprochements. Merci beaucoup, Arnaud Develay, qui à toutes les semaines vient commenter l'actualité internationale et française. Et donc, merci Arnaud Develay. Merci, Et messieurs. on travaille, Arnaud et moi, on travaille ensemble de plus en plus étroitement. Voilà. Ah, c'est merveilleux. Merci beaucoup, Monsieur Soral. C'est un honneur. À bientôt. À bientôt. À Arnaud bientôt. Develay. Arnaud Develay, êtes-vous là encore? Oui, oui, je suis encore là, oui. Non, ben, je veux vous entendre. On vous a peu entendu. On a eu des problèmes avec votre caméra, là, mais j'aimerais qu'on conclue ensemble, là, parce que c'est jamais inaperçu le passage de Alain Soral. Et à ma grande surprise, il n'est pas assez connu au Québec. Et j'espère, parce que son message est porteur. Donc, vas-y, je t'écoute. Ben non, tout ça pour dire qu'effectivement, l'histoire continue d'avancer. Hein. On nous a vendu pendant 30 ans cette idée de la fin de l'histoire et l'avènement de l'homme nouveau. Mais non, en fait, c'est le retour du concret, le retour du réel, le retour du pendule. Et en cela, la dialectique est en marche. La dialectique qui est certes associée souvent à la pensée marxiste, mais qui remonte avant tout à la pensée hegelienne, hein, ce processus d'épiphénoménologie. Et on est en plein dans un transfert de conscience du monde, ce que tu aimes bien, toi, Karl, faire référence comme étant le basculement du monde. On est en plein dedans. Il va falloir s'accrocher, rester vigilant, parce que ça bouge de tous les côtés, ça bombarde entre guillemets de tous les côtés. Et en même temps, ce qui est intéressant pour conclure sur Trump, bah, c'est que Trump, en fait, il a créé les conditions d'une America First beaucoup plus radicale. Si on s'en tient au discours de gens comme Nick Fuentes, qui d'ores et déjà lui-même dit que Trump il a fait son temps, qu'il a joué son rôle et que maintenant ce sont des gens beaucoup plus radicaux qui vont promouvoir les intérêts de l'Amérique en premier. Et on peut penser qu'avec d'ailleurs Nick Fuentes a une expression pour cela, il parle de séquence générationnelle, parce que n'oublions pas que avec l'effacement des boomers et l'avènement de la génération Z, des gens à qui on ne la fait pas. Je vous renvoie d'ailleurs à une séquence de Fuentes quand il parle de ce que lui avait dit Tucker Carlson concernant le fait de trouver une femme assez facilement. Il dit, mais aujourd'hui, les femmes dont vous parlez, vous avez rencontré votre femme dans les années 80, c'est une fille de bonne famille qui avait déjà un trust fund, vous vous êtes rencontrés tous les deux dans une école poche, une école privée, et aujourd'hui, des femmes comme ça n'existe pas. Les femmes aujourd'hui, elles sont sur OnlyFans, dont on apprend il y a quelques jours que le propriétaire est décédé à 43 ans d'un cancer anal. Je trouve ça un peu, quelque part, une forme de justice immanente, hein, certains pourraient y penser en tout cas. Mais effectivement, ce sont deux mondes différents. Et en tout cas, la génération de Nick Fuentes, c'est une génération radicalisée qui n'a rien à perdre parce que elle n'a aucun horizon. C'est que le système les a faillis. Il n'y aura pas de un salaire pour toute la famille avec 2 cars garage. Il n'y aura pas de retraite. Il n'y aura pas de certitude puisqu'ils vont être remplacés par la robotique. Donc, qu'est-ce qu'ils ont à perdre, cette génération? Rien du tout. Et donc, c'était une chose nécessaire que Trump apparaisse dans le paysage politique américain, mais ce faisant, il a ouvert la voie à certainement des versions beaucoup plus, on va dire, sous stéroïdes, qui vont pas manquer de se manifester. Et surtout dans le contexte qui nous importe, puisqu'on parle de ce conflit au Proche-Orient, des gens qui sont parfaitement informés de la réalité de cette relation symbiotique, parasitique, certains diraient,
qui caractérise les élites sionistes sur l'establishment américain. Et partant de là, oui, soit les élites israéliennes parviennent à prendre de vitesse ce processus de telle sorte qu'ils créent leur propre Pax Judaïca, mais si le projet est comme on peut le penser, puisque l'Iran donne du fil à retordre, on assiste à une séquence historique assez incroyable, parce que tout le monde pensait que l'Iran allait se faire balayer comme l'Irak et la Syrie avant lui. Et en fait, pas du tout. Et en fait, on s'aperçoit que c'est eux qui ont l'initiative, qui ont toutes les cartes en main. Et là, on s'attend à une séquence probablement historique, puisque Trump a décidé de jouer la surenchère, envoyer des troupes au sol, pour essayer, alors pas de faire un changement de régime, mais en tout cas essayer de prendre le contrôle de l'île de Khark, et ce faisant avoir une monnaie d'échange. Vous libérez le détroit d'Ormuz et on vous rend votre île où vous exportez 90% de votre pétrole. Mais je pense que les Iraniens sont prêts pour toutes les possibilités, toutes les contingences, et ça risque d'être absolument un massacre. Les 30 000 Marines, là, ah oui, ça va être un massacre. J'en parlais avec Erwan Castel tantôt. Le niveau de résilience des Américains, là, ils voient arriver quelques sacs noirs des champs de bataille, puis l'opinion publique est très fragile, surtout qu'il y en a déjà plusieurs à la Nick Fuentes qui remettent en question cette intervention-là, qui fragilise les intérêts américains. Aujourd'hui, on avait aux États-Unis 8 millions de gens qui manifestaient contre Trump. C'est la plus grande manifestation de l'histoire des États-Unis en termes de protestation contre un président en place, quoi. Et ce que je comprends, Arnaud, on suit, toi et moi, parce que tu as fait tes études aux États-Unis, tu suis l'actualité américaine de très près, puis un peu partout dans le monde. Puis nous, on parle du phénomène America First depuis plusieurs mois déjà. Puis j'osais pas faire de comparaison avec Nick Fuentes et Alain Soral, mais c'est lui qui en a parlé. J'ai apprécié beaucoup parce que les conditions de travail de Soral sont pas les mêmes que celles de Nick Fuentes. Puis c'est ça qui est intéressant de voir que à l'ère des réseaux sociaux, un gars avec un ordinateur puis un micro peut déstabiliser un système. On est à David contre Goliath, là, carrément en ce moment. Oui, mais en même temps, ce système porte en lui ses contradictions et donc quelque part, il suffit juste qu'une personne qui soit, alors bien sûr, qui a une certaine éloquence dans sa façon de s'exprimer, mais aussi une certaine capacité d'analyse, d'observation, de savoir faire les corrélations, arrive à un moment donné à créer une synthèse et une vulgarisation, parce que Alain le disait, c'est pas toujours facile d'expliquer certaines choses à des gens qui veulent des solutions faciles, des réponses faciles à des questions difficiles. Mais toujours est-il que nous n'en avons besoin que d'un de chaque côté de l'Atlantique, quelque part. Oui. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est, je pense, fédérer et créer des synergies entre ces pôles, ces formes de gens qui réfléchissent. Ouais. Et c'est toujours intéressant de comparer les notes des deux côtés de l'Atlantique, en l'occurrence, et voir comment on peut créer une dialectique, parce que tout est une question de dialectique. Un gros merci à Arnaud Develay d'avoir organisé cette rencontre-là. Je tiens à le souligner. Sans toi, ça aurait été très difficile. Puis j'apprécie beaucoup toute la confiance que tu nous portes. Puis je tiens à dire aux gens qu'à toutes les semaines, tu viens à Brochu TV analyser l'actualité. Très content de compter sur ta présence. Un gros merci. Merci à toi, Carl. À très bientôt. Donc, c'était Arnaud Develay en direct de Moscou. Un gros merci à tout le monde d'avoir été là. C'est très intéressant. Abonnez-vous à Brochu TV. Je tiens à remercier, c'est sans le travail acharné de plusieurs de mes collaborateurs, beaucoup en Europe. Je tiens à remercier Yves Bataille qui est malade actuellement, mais aussitôt qu'il va être remis sur pied, il va revenir. N'ayez crainte, il m'a parlé ces derniers jours, puis il m'a demandé encore congé en fin de semaine. Donc, un gros merci à Yves Bataille. Ça fait
plus de 3 ans avec Yves qu'on fait des émissions le samedi ou le dimanche matin. Donc, Yves est le premier. Ensuite, il y a le capitaine Place, que je tiens à remercier beaucoup aussi. Sans le capitaine, il y a plein de choses qui n'auraient pas été possibles. Jean-Claude Pomerleau, qui est mon phare ici au Québec. Et Feu Général Dominique Delaward aussi. Et plein d'autres là qui sont venus me parler, de nous expliquer, Dimitri de Cocheco, Bertrand Scholler, Jean-Michel Vernochet, Gabriel Galis et compagnie. En tout cas, j'en oublie plusieurs, là, mais un gros merci à tout le monde. Puis, on se reparle bientôt. Toujours un plaisir. Et un gros merci à Alain Soral. Alain Soral, quand je faisais mes émissions le matin, j'avais fait une émission avec justement le général Delaward et par la suite Mila Alekskovic, une Serbe qui est psychiatre. Elle avait mis son expertise sur une analyse des dirigeants à l'époque. Macron a passé dans la moulinette qu'on était dirigé par des psychopathes. Et donc, à Égalité et Réconciliation, on avait repris mon émission, ce qui m'avait permis d'être beaucoup connu en France puis en Europe. Donc, je tiens à remercier Alain Soral pour tout ce qu'il a fait pour nous autres, sans le savoir peut-être, mais je suis très, très honoré de vous faire venir ici au Québec ces personnes-là qui nous sortent du brouillard de guerre dans lequel on est. Merci beaucoup tout le monde.